Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Triplé consacré à la Ivy League. Aujourd'hui, on revient sur l'avant-dernière semaine de compétition, une semaine riche en émotions qui présage du mieux pour cette dernière semaine qui va être historique à plus d'un titre. Et vous le savez déjà pourquoi si vous écoutez régulièrement cette émission. Alors, déjà, on va revenir sur les matchs qui se sont déroulés donc samedi dernier. Alors, vous vous souvenez quand je vous ai dit que le seul bon match de la saison, enfin de la semaine, pardon, ça devrait être Dartmouth Cornell, et finalement ça a été le match qui a été le moins intéressant en termes de football et de suspense. Les trois autres se sont joués sur les dernières minutes au cordeau et on a assisté probablement à la meilleure semaine de compétition depuis le début de semaine en termes de dramaturgie et peut-être au meilleur match de l'année en la personne du Harvard Penn qui était complètement dingo. Alors, on va commencer par le match peut-être le moins intéressant entre guillemets, c'était Dartmouth qui accueillait Cornell, Cornell qui était resté sur 4 victoires de suite, Dartmouth voilà qui était toujours aussi on va dire dangereux, pardon, excusez-moi, malgré la défaite contre Harvard 2 semaines avant, Cornell qui était clairement sur la pente ascendante, pardon, et donc voilà, c'était un duel qu'on attendait avec impatience. On a été un petit peu déçus parce que il n'y a pas vraiment eu match. Il y a pas eu match tant, alors pas Dartmouth a dominé Cornell, mais voilà, Dartmouth s'est détaché assez rapidement au milieu du deuxième quart et n'a plus jamais regardé en arrière, il menait même 24-7 au tout début du quatrième quart-temps. Et malheureusement pour Cornell, ils n'ont pas réussi à revenir recoller au score, malgré un énorme match de Garrett Bastupicio pour le Big Green. Le quarterback de Cornell finit avec 328 yards, avec un 37 sur 45 bien coquinou en termes de stats. Face à lui, par contre, il tombe sur une attaque au sol, démentielle, notamment menée par un DJ Crowther, un petit peu plus en retrait ces dernières semaines, mais là, alors, cette semaine, ça a été festival, 197 yards pour lui et 2 TD, dont un TD de 67 yards. En face, le jeu au sol de Cornell, beaucoup plus compliqué à mettre en place, malgré Jordan Triplett qui avait déjà marqué, vous vous souvenez, une fois un match avec 3 touchdowns, là ça n'a pas été le cas, seulement 41 yards sur l'ensemble du match pour le Big Red. Et donc forcément pas assez pour mettre en difficulté cette défense du Big Green qui a donc vraiment bien muselé l'attaque du Big Red qui revenait très fort quand même, très clairement. Dartmouth a contrôlé le chrono, hein, notamment grâce à ce jeu au sol, forcément c'est beaucoup plus simple. Mais le match était quand même relativement serré, il a fallu attendre quand même le milieu du deuxième quart pour que notre ami DJ Crowder fasse la décision avec le TD de 67 yards qui permet à Dartmouth de passer devant et derrière ça a déroulé. Le Big Green qui bascule en 4-2 en Ivy League, 7-2. Ils pourront peut-être avoir des regrets à la fin de la saison, mais en tout cas c'est une équipe qui a été on va dire costaud quand même tout au long de la saison. Des défaites quand on va faire le bilan de la saison qui sont quand même relativement entendables. Alors la déplacement la défaite à Penn pourra faire un petit peu mal, mais défaite à Harvard, voilà, il n'y a rien d'honteux derrière ça. Donc à voir maintenant la reconstruction. Alors il reste une dernière semaine. Grayson Saunier, le quarterback, est encore junior, donc on devrait le voir la saison prochaine. DJ Crowther par contre est senior, et donc ça va être un petit peu plus compliqué à remplacer, comme Chris Corbeau, le tight end senior et qui devrait partir en NFL la saison prochaine. Donc voilà, donc il y aura quand même du changement du côté des Big Green, mais voilà, on sait quand même la capacité qu'a Sammy McCorgle de année après année à avoir une équipe compétitive. Du côté de Cornell, les voyants sont quand même plutôt au vert, très clairement, avec un gros match aussi de Ryder Kurtz, le tight end, 91 yards pour lui. Et donc finalement, voilà, cette équipe du Big Red qui a été la bonne surprise cette année en Ivy League. Alors la saison n'est pas terminée, on fera le bilan bien évidemment la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà, une belle équipe du Big Red qui malheureusement cette fois-ci n'a pas réussi à faire le nécessaire pour revenir dans le match. Alors je pense que le touchdown de 67 yards, alors que la défense faisait vraiment le taf,
Ce TD encaissé à la fin quasiment à la mi-temps, hein, finalement, fait beaucoup de mal. Et derrière, au niveau de l'attaque, ça a été beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, derrière, malheureusement, le touchdown est marqué trop tard. Et voilà, on peut regretter, entre guillemets, voilà, que le Big Red n'a pas été en mesure de se relancer comme ça a été le cas, parce qu'ils ont connu des matchs où ils sont revenus de derrière pour gagner. Là, je pense que Dartmouth était un petit peu plus costaud qu'eux, et ça s'est ressenti, mais quand même, je pense que c'était un bon match de leur part, et que malheureusement, il leur manque pas grand chose pour que ça bascule dans le bon côté. Peut-être un playmaker au niveau défensif, mais voilà, en tout cas, belle réaction tout au long de la deuxième partie de saison du Big Red face à Big Green, qui est peut-être un petit peu plus talentueux. Donc maintenant, on va passer au match qui était serré. Alors, on va commencer par le Brown Columbia. Pourquoi Brown Columbia? On va commencer par celui-là, parce que c'était le duel au fin fond de la classe d'Ivy League. Les deux équipes étaient en 0-5 dans la conférence avant ce match-là. Victoire des Bears 32-29, avec notamment un dernier quart-temps assez dingo, avec 14 points de marqués de chaque côté, et notamment un TD marqué à une seconde, à moins de 2 minutes de la fin du match par Matt Childs. Ça s'est rendu coup pour coup dans le dernier quart. C'était très sympa à suivre. Voilà, un gros duel. Alors, parfois d'attaque, parfois de défense, c'était assez marrant. James Murphy, quarterback des Bears, 340 yards pour lui, 4 TD. Voilà, un énorme match de sa part. Et puis en face, Michael Walters, le running back, s'est bien révélé, 123 yards pour lui et un TD. En face, Chase Goodwin a fait presque ce qu'il fallait, malheureusement une interception un petit peu coûteuse pour les Lions, et qui bascule en 0-6 sur cette saison. Alors les Bears, c'est un petit peu paradoxal parce qu'ils ont une victoire contre Rhode Island, qui, avec le recul, est un peu what the fuck, parce que Rhode Island est top 10 maintenant en FCS. On se souvient de cette victoire sur terrain neutre, c'était en semaine 2 ou 3 dans mes souvenirs. Et donc voilà, mine de rien, cette équipe des Bears est quand même talentueuse, et cette équipe des Lions était capable aussi quand même d'élever son niveau de jeu à des moments tout au long de la saison. Alors ça se revoit pas forcément dans le bilan, mais on se souvient la semaine d'avant, alors c'est vrai que contre Harvard le score était un peu lourd, mais ils ont tenu quand même plus d'un quart-temps. Et voilà, et comme je dis, c'est une équipe qui est décimée par les blessures, et malgré ça, ils ont été accrocheux jusqu'au bout. Ils y ont presque cru, hein, finalement, contre les Bears, mais je pense que c'est un bon résumé de la saison. Il leur a manqué toujours un petit truc, vraiment, pour basculer du bon côté. Et malheureusement, malheureusement, ça a été compliqué pour eux cette saison. En plus, là, un bon résumé dernier, voilà, ils avaient encore l'opportunité de marquer, de revenir après le touchdown des Bears en toute fin de match, et boum, derrière, il y a eu un fumble de la part de Robinson, le receveur, pardon. Et donc voilà, donc c'est à l'image de leur saison. Il leur manque pas grand chose, et en fait, quand on manque pas grand chose, finalement on bascule vite à des bilans très mauvais. Et ça a été le cas des Lions, où l'année dernière tout s'est bien goupillé, et cette année malheureusement ça n'a pas été le cas, avec des problèmes au poste de quarterback aussi quand même, et un jeu au sol qui a du mal à se dessiner. Et bon voilà, Michael Walters sort un gros match, mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle sur cette saison-là. Et voilà, pareil au niveau des postes de receveur. Alors bon, il y a un bon match de Beckett Robinson, à part ce fumble dont je viens de parler, mais manque peut-être un petit peu de talent par rapport à d'autres équipes d'Ivy League. Voilà, donc les Lions qui vont terminer dernier en Ivy League cette année. Voilà, un petit peu forcément déçu, hein, pour Columbia, qui avait remporté une partie du titre de la Ivy League l'année dernière, et qui avait d'autres ambitions. Du côté des Bears, je pense qu'il va falloir quand même se poser des questions, parce que cette équipe fonctionne plutôt sur courant alternatif, pardon, et finalement ce dont on attendait, pardon, en étant les forces de cette équipe cette année, à savoir le jeu au sol, était un petit peu inexistant. Heureusement, Jess Murphy a fait le taf, mais voilà, on tirera des conclusions la semaine prochaine. Donc victoire de 32-29, pardon, des Bears, dans un match de haute volée, et où les attaques se sont bien amusées sur le dernier quart-temps. Un match où les attaques, au contraire, se sont bien, chier dessus. C'est Yale qui se déplaçait du côté de Princeton. On le sentait, je sais pas pourquoi je sentais arriver ce match un peu bourbier pour les Bulldogs. Ils s'en sortent au forceps,
Victoire 13-10 du côté des Tigers dans un match qui a été longtemps... voilà, une festival de défense. Le troisième quart, ça a été un bordel entre punt fumble et punt. Mais voilà, Yale un petit peu plus peut-être plus talentueux avec notamment Abou Kamara, encore une fois décisif, un fumble provoqué, un sac, des tackles en veux-tu en voilà. Donc voilà, il n'y a pas fallu grand-chose pour que ça bascule du bon côté. Un field goal en quasiment toute fin de match qui permet à Yale de passer devant. Princeton qui commence à remonter le terrain, donc on se dit allez, ça va pouvoir le faire. Et malheureusement pour eux, interception lancée par Kay Colon, le quarterback de Princeton, et victoire de Yale. Voilà, un petit big up à Noah Piper qui avait deux field goals à mettre du côté de Yale, qui les a mis les deux de 37 yards en plus. Donc félicitations à lui. Et du côté de Princeton, bah, c'est un petit peu la soupe à la grimace quand même. Ils vont finir l'année quand même en négatif, ce qui est quand même vraiment pas commun, enfin en tout cas qui historiquement est pas commun pour les Tigers, mais bah voilà, saison après saison, ils sont quand même un petit peu dans le dur. Donc il va falloir une étincelle à ce niveau-là. Je pense que le poste de quarterback, il va falloir quand même se poser la question, qui est Colum encore une fois, un match compliqué pour lui, une interception sur 23, Ethan Clark peut pas porter l'attaque à lui tout seul quand même. Donc voilà, donc c'est un petit peu complexe cette attaque de Princeton qui a été très irrégulière et avec... voilà, une défense qui était solide, mais l'attaque beaucoup trop régulière pour espérer quoi que ce soit dans une Ivy League dont le niveau était quand même relativement élevé cette année. Et voilà, et que ça pardonnait pas, ça c'est clair. Du côté de Yale, Dante Reno qui sort probablement des plus mauvais matchs de sa saison. Il commence sur les deux premiers drives par 2 interceptions, ça vous donne un petit peu voilà, l'idée. Derrière, heureusement, il se reprend bien. Alors, il n'a pas eu besoin de forcer trop son talent, seulement 16 passes tentées pour 11 réussis. Josh Pitsenberger toujours là. Alors, il y a seulement, entre guillemets, 106 yards et un TD pour lui, mais mine de rien, c'est quand même un TD important qui permet à Yale de recoller ou de passer devant, je ne sais plus dans la dramaturgie du match, je crois pas passer devant, ouais, il passe devant à 10-3. Et voilà, et après derrière, Princeton revient en milieu du quatrième quart, et derrière il y a ce drive très long de la part de Yale qui marque le field goal qui sera décisif. Donc c'était un match qui a été très rapide parce qu'en fait, ils ont beaucoup couru. Princeton a eu plus le ballon finalement que Yale, mais Princeton n'a pas été en capacité de marquer des points parce que je pense qu'effectivement au niveau du poste offensif, notamment mon poste de quarterback, c'est un petit peu plus compliqué, donc on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Voilà, l'année n'est pas encore terminée, mais voilà, c'était un match bourbier pour Yale, mais les Bulldogs s'en sont sortis, et voilà, donc ils vont pouvoir se projeter sur 2 games cette semaine. Alors, dernier match, c'était probablement le match le meilleur match de la semaine, voire de l'année en Ivy League. C'est les Quakers de Penn qui se déplaçaient du côté de Harvard, un match où j'avais annoncé une victoire de Harvard, mais le spread couvert, et je me suis pas trompé du tout, puisque victoire 45-43 en toute fin de match grâce à un field goal de Kirian Core de 53 yards, et oui, 53 yards. Vraiment, il a été élu, et à juste titre, joueur d'équipe spéciale de la semaine. Vraiment, voilà, un match vraiment extraordinaire à suivre avec une dramaturgie assez dingo. Directement, on a les Quakers qui marquent sur le premier drive, réponse immédiate ou quasiment immédiate de Harvard derrière, bam, Jared Richardson, re-TD, enfin, back and forth comme on dit ça, juste avant la mi-temps, à moins de 2 minutes, à 1 minute 30 de la mi-temps, boum, Jared Richardson, deuxième TD de la journée, Penn bascule en 27-14, pardon. Et là, on se dit, putain, et si Harvard perd ce match? Et derrière, voilà, le grand monsieur de cette saison se réveille, Jaden Craig. Un drive mené de main de maître pour recoller, alors pas vraiment recoller, mais pour basculer à 27-21 avant la mi-temps. Hyper important. Parce que je pense que sans ce drive-là, c'est beaucoup plus complexe. Et Jaden Craig mène l'attaque sur ce drive-là de façon absolument extraordinaire. Bascule à 27-21. Derrière, le troisième quart est totalement à l'avantage de Harvard qui marque 2 TD supplémentaires. Et donc,
37, mène 35 à 27 donc face aux Quakers. Et derrière, un dernier carton complètement dingo avec le troisième touchdown de Jared Richardson. Derrière, Xavier Bascon répond. Mais malgré ça, il y a un nouveau touchdown, puis un field goal de Mason Walters, donc le kicker, à 22 secondes du terme. Et là on se dit, pareil, patatras, terminé Harvard, merci, au revoir. Et non, parce que Harvard a quand même un joueur spécial dans ses rangs, c'est Jaden Craig, et il remonte le terrain, et le field goal de 53 yards au buzzer pour remporter ce match-là. Voilà, assez extraordinaire. Voilà, ça a été un grand match de college football, je pense, aussi simple que ça. Ça a été un match qui montre aussi qu'en Ivy League, je pense que Harvard a peut-être pris ce match un petit peu à la légère, et ça a failli leur repéter dessus, parce que mine de rien, cette attaque des Quakers, elle est fonctionnelle, on l'a déjà vu. Et voilà, et l'attaque et la défense à Harvard, c'est la première fois qu'ils encaissent autant de points. Alors, je pense qu'ils ont presque encaissé autant de points là que sur l'ensemble de la saison à côté en cumulé. Alors j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin de ça quand même. Donc voilà, donc il a fallu gagner. Alors il y a eu une décision un petit peu marrante. C'est le fait que les Quakers ont décidé de kicker le field goal sur une 3e et 3. Alors, a priori, c'était pour mettre en condition le kicker de la façon optimale. C'est-à-dire que Harvard prend un temps mort, il reste 25 secondes, et derrière, au lieu de jouer la 3e tentative, et qui obligerait derrière, si vous voulez, à kicker un field goal dans la précipitation, c'est-à-dire parce que soit ils tentent ils vont courir, ça serait courir entre guillemets, et derrière, comme la cloque ne s'arrête pas et que Penn n'avait plus de temps mort, ça oblige derrière le kicker à vraiment vite aller sur le terrain, et on sait que les collèges kickers, notamment en Ivy League, c'est loin d'être une force tranquille. Donc la décision en fait de kicker en 3e tentative laisse en fait 22 secondes au chrono, et c'est un petit peu trop au final. Alors, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais c'est vrai que cette décision de kicker en third and free, elle a fait débat. Hein. Moi, j'ai lu pas mal de trucs, elle a fait débat, mais c'est toujours pareil. Si Penn remporte le match, tout le monde dit bravo, belle décision, etc. Malheureusement, Jaden Craig, encore une fois, irréprochable. Et voilà, et c'était un grand match de football, un grand match de college football porté par des grands joueurs, aussi simple que ça. Parce que voilà, on va parler de Jaden Craig, quasiment 400 yards pour lui à la passe et 3 TD. Mais en face, il y a encore un Jared Richardson qui marque 3 TD, alors seulement 80 yards, mais 3 TD pour lui aujourd'hui. Alors il faudrait que j'ai un œil sur les stats, mais je crois qu'il n'est pas loin d'être un des meilleurs marqueurs de l'histoire de Penn tout court. Donc voilà, donc c'était un match où les deux, en fait finalement, où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. On a eu tout, on a eu Xavier Bascon aussi au niveau, on a eu un Liam O'Brien qui s'est découvert aussi des talents au sol, et donc ça c'est plutôt intéressant. Mais voilà, ça se joue sur des détails, et les détails c'était un kicking game au niveau de la part de Kieran Core. Il met les 6 extra points, alors que de l'autre côté il y a un extra point loupé de la part de Penn. Il met le field goal de la gagne de 53 yards. Enfin, chapeau bas messieurs. Et grâce à ça, c'est officiel. Harvard remporte donc le titre en Ivy League, au moins une partie du titre, et seul et unique s'ils battent Yale ce week-end-là. Et grâce à cette victoire, ils ont validé aussi leur place pour les playoffs FCS. Alors maintenant, la question, c'est de savoir quel va être le seeding. Voilà. Voilà pour cette semaine de compétition qui a été haletante à plus d'un titre, qui a été intéressante à suivre à plus d'un titre, et qui montre que des matchs extraordinaires, vous en avez à tous les niveaux, et que le college football est beau et grand à tous les niveaux. Ça me permet de vous faire une habile transition vers cette semaine de compétition où je vais pousser un coup de gueule, une fois n'est pas coutume, sur College Game Day. Alors, College Game Day, pourquoi je pousse un coup de gueule? College Game Day, cette semaine, va du côté de Eugene, pour un Oregon-Eugene qui, au demeurant, est tout à fait intéressant, au demeurant, est hyper important pour la course au CFP, je dis pas le contraire. Sauf que
Ça reste quand même la dernière semaine de compétition en FCS. Ça reste quand même une semaine un peu plus light en FBS parce qu'il y a quelques équipes en bye week que la SEC a tendance à programmer, vous savez, soit une équipe FCS, soit un cupcake game à ce moment de l'année, et que en FCS, c'est la dernière semaine de saison régulière et qu'il y a au moins 3 matchs qui auraient mérité au moins voire plus que ceux Oregon USC. J'ai beaucoup de mal avec, je vous ferai le listing des 3 matchs ensuite bien sûr, j'ai beaucoup de mal quand même avec la dimension, la trajectoire que prend la gestion du college football par ESPN. Cette année, on a eu le droit à College Game Day à que de la on a eu que du Power 4, c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu du Group of 5 là. Alors on aura peut-être Navy Army dans 2 semaines. Bon, 3 semaines maintenant, mais en dehors de ça, on a eu que ça. On a eu 3 fois Oregon, alors j'ai rien contre les Ducks, mais le match à Indiana à domicile, le match à USC à domicile et le match à Penn State, donc ça fait 3 fois Indiana. On a eu, enfin, j'ai l'impression d'avoir eu soit les Longhorns, soit Georgia toutes les semaines ou quasiment toutes les semaines. Donc voilà, donc c'est un petit peu décevant et ça fait 2 saisons ou plus que c'est comme ça. La dernière fois qu'on a eu un programme en dehors du Power 4, c'était, je vous le donne dans le mille, bah c'était en fait le Army Navy il y a 2 ans, en 2023. Et encore en 2023, c'est quand même une semaine spéciale puisque bah, il y a que il y a que ce match-là qui joue. Donc vous voyez bien qu'il faut remonter en 2022 pour trouver du FCS. Alors c'était Montana contre Montana State, donc très bien. Et on a même eu les Jaguars de Southern contre les Jackson State Tigers à l'époque. Donc voilà, mais on s'étache petit à petit de tout ça. Et mine de rien, bah moi ça me déplaît un peu. Ça me déplaît un peu parce que on met de côté quand même ce qui donne de la profondeur à ce sport-là et ce qui fait quand même aussi sa grandeur. Alors, je vais pas faire le snob, le FCS, parce que je suis un petit peu l'Ivy League, mais le reste, j'y connais pas non plus grand-chose. Je vais pas me prétendre expert de FCS parce que c'est pas le cas. Je suis quand même de loin et voilà. Mais quand même, merde. Il y a 3 matchs cette semaine qui méritaient. On va commencer par le premier. On va commencer par le Brawl of the Wild entre Montana et Montana State. Ce match-là, c'est la 2e et 3e équipe en FCS au classement, aux différents pôles. Ce match-là, le vainqueur, il gagne une bye week en première semaine et il gagne le droit de jouer quasiment le 2e seed et le droit de jouer à domicile jusqu'à la finale. Ok ? Match hyper important, rivalité démentielle, en plus, voilà, on se rend pas compte de la portée de ce match-là. Alors, je suis bien conscient que le Montana, c'est loin, j'ai bien conscient que parfois, en termes de logistique, c'est compliqué, pas de souci là-dessus. Il y a ce premier match. Le deuxième, il y a un Lehigh Lafayette. Lehigh Lafayette, pour ceux qui ne savent pas, c'est le match le plus joué de toute l'histoire du college football. Tout niveau confondu. Donc, ça porte, à juste titre, le terme de rivalry. Ça, voilà, c'est déjà rien que ça vous donne la portée de ce match-là. Et puis, encore une fois, cette fois-ci, il y a des enjeux à la clé. Il y a des enjeux à la clé parce que le vainqueur, il gagne sa place pour les playoffs. Encore une fois, Lehigh, excellente équipe cette année. Lafayette, très bonne équipe. Alors, Lehigh sera at large quoi qu'il arrive. Mais Lafayette, s'ils ne gagnent pas ce match-là, ils ne seront pas en playoffs. S'ils gagnent ce match-là, ils sont en playoffs. Donc, moi, ça me fait chier encore une fois qu'on n'a pas un match là. Alors, je ne demande pas qu'ils programment ce match sur ESPN ou sur machin, mais qui donne un peu de visibilité sur ces matchs, qui donnent quand même de la profondeur et de l'intérêt au sport, parce que plus ça va, plus on invisibilise ces matchs-là. Alors, je suis conscient de tout ça, puisque même quand on fait nos récaps de semaine après semaine, on a tendance à beaucoup parler de SEC, de Big Ten. J'en suis le premier conscient. Toujours est-il que là, on essaye Maxence nous permet de faire du groupe of 5 et le fait très bien et de façon très exhaustive, donc très cool. Moi, avec la Ligue, j'essaie de donner ma pierre à l'édifice. Mais on voit quand même que ces matchs-là n'ont plus l'air de compter. Et c'est paradoxal parce que on est quand même depuis 2 ans, maintenant 2 ans, avec ces playoffs à 12 où le groupe of 5 a une place là. Ben on les voit plus. On les voit plus. Alors, je suis bien conscient que cette année, on a eu des matchs North Texas, South Florida, où le défaite d'une équipe juste avant baisse un peu le calme du match. Mais c'est pas grave, il y a d'autres matchs, je pense, intéressants à faire.
Donc voilà, donc ça me fait chier qu'on n'a pas le droit à la Lafayette Lehigh, ça me fait chier qu'on n'a pas le Brawl of the Wild, et ça me fait chier qu'on n'a pas College Game Day à Yale pour un putain de Harvard Yale, pour les 150 ans de la rivalité, bordel de merde, les 150 ans de cette rivalité-là, qui est une des rivalités, pareil, les plus jouées de l'histoire du college football, avec des titres nationaux en foison, alors bien évidemment dans un autre contexte, mais voilà, c'est les fondements même du sport, c'est la 150e anniversaire, c'est un match où le vainqueur jouera les playoffs pour un titre national, pour la première fois depuis presque 100 ans que l'Ivy League va jouer un match de post-season. C'est un match historique au sens large, au sens de façon tout à fait, au sens vraiment premier degré du terme, quoi. C'est un match historique. Et ben non, on préfère aller voir Oregon USC. Alors Kevin, Charles et Robin, excusez-moi, mais voilà, c'est pas que je m'en fous, mais c'est juste que voilà, ça me fait un peu chier. Alors j'ai bien tendance à penser que Pat McAfee à Yale, c'est rendez-vous en terre inconnue, aucun problème là-dessus. Que l'atmosphère, il sera pas forcément dingo, mais c'est pas grave. Moi, je pense que c'est quand même important de marquer des moments historiques de sport là. Et je pense que un de ces 3 matchs-là, ça aurait été intéressant de le faire. Parce qu'encore une fois, la semaine prochaine, on va se taper Michigan, Ohio State. Enfin voilà, comme d'habitude. Alors très bien, je m'en fous. Mais pour une fois qu'il y a une semaine un petit peu plus light, putain, mais faites autre chose, les gars, quoi. Faites autre chose. Alors, ça fait bien longtemps que je regarde plus College Game Day, parce que déjà on a 1-2-6 sur le 17 à 18h le samedi. Mais bordel, quoi. Enfin, moi, ça me fait chier. Voilà, je vous le dis très clairement, ça me fait chier. Alors, pour vous donner, il y a un producteur qui était présent historiquement à College Game Day, qui l'est plus depuis quelques années, et qui avait tendance à pousser, je crois, les petites facs, enfin en tout cas, à essayer d'aller dans les petites facs. Il est parti. Alors, j'ai plus le nom du gars, et j'ai lu vite fait sur Internet, donc à prendre avec des pincettes ce que je vous dis, mais a priori, voilà, c'est plus dans l'air du temps de programmer des matchs. Mais bon, je suis un petit peu déçu. Et puis en plus là, avec la SEC qui va passer à 9 matchs de conférence, avec les CC qui va passer à 9 matchs de conférence, moi je vous dis, il va falloir quand même qu'il y ait un alignement de planète pour qu'on se tape des matchs soit du groupe of 5, soit de FCS. Alors là, je vous dis même pas, avant qu'on ait de nouveau ça. Bref, je suis un peu énervé, un peu déçu. Donc voilà, ça fait maintenant vers 5-10 minutes que je suis là-dessus, mais vous comprenez mon agacement et vous comprenez aussi que si vous êtes un amateur de college football au sens large du terme, le college football, c'est pas simplement le power tool, j'ai presque envie de dire, c'est un ensemble de choses. Et que c'est paradoxal, et ça m'étonne qu'à moitié, qu'au moment où on pense qu'on ouvre au maximum, en fait, on resserre encore plus, voilà, en termes de visibilité. Il n'y en a que pour la SEC, il n'y en a que pour la Big Ten, et on est aussi responsable de ça, hein, qu'on soit très clair, nous, trick-play, etc. Hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, je suis un petit peu déçu, et j'aurais rêvé qu'on ait College Game Day pour The Game. Ça, voilà, ils étaient venus en 2014, j'ai revérifié, parce que l'année dernière j'avais dit une quinzaine d'années, mais non, c'était en 2014. Donc voilà. Bon, alors, sans transition, on va passer donc au match donc de la semaine dernière. Dernière semaine avec des rivalités en veux-tu en voilà. On a la rivalité de New York contre Columbia et Cornell, Princeton Penn, Dartmouth Brown et Harvard Yale. On va commencer, donc il y a 2 matchs à 18h, pardon, et deux matchs à 17h. Tac. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le derby de... Qu'est-ce qu'on a à 18h? On a Dartmouth Brown, voilà. Dartmouth, favori de 6 points du côté de Brown. Bon, un match qui compte un petit peu pour du beurre. Moi, je vois bien Dartmouth parce que je pense que c'est une équipe un peu plus complète quand même que Brown, qui a quand même du mal à mettre notamment son jeu au sol en place. La semaine dernière, Cornell n'a pas du tout réussi à mettre son jeu au sol en place, donc je pense que Dartmouth va obliger entre guillemets Brown à passer. Alors James Murphy, pas de problème, mais voilà, je pense qu'il y a une équipe plus complète du côté de Dartmouth que les Bears, voilà, mais qui sont quand même capables d'emmerder la défense du Big Green. Mais voilà, DJ Crowder, je pense, va faire des trous dans cette défense au sol des Bears. Je vais donner donc vainqueur Dartmouth et le spread couvert pour le Big Green. Tiens, on va prendre un petit peu des risques. On va sauter l'autre match de 18h parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Columbia qui se déplace à Cornell, donc match de rivalité de l'État de New York. Columbia voudra éviter le bonnet d'âne et la saison en 0 victoire en Ivy League face à une équipe de Cornell qui
fonctionne plutôt bien. Cornell favori de 8,5 points. Paradoxalement, je vais peut-être donner une victoire de Columbia. Pourquoi je vais donner une victoire de Columbia? Parce que je veux bien aimer ce qu'ils ont montré la semaine dernière quand même face à Brown, que Cornell, la défaite contre Dartmouth sera peut-être un petit peu plus compliquée à digérer, et que je vois bien une surprise sur ce match-là. L'attaque de Columbia s'est réveillée, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Du côté de Cornell, va falloir mettre le jeu au sol en place face à une grosse défense de Columbia quand même. Mais voilà, je vais donner donc Columbia vainqueur, pas beaucoup, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un match quand même relativement serré, c'est du côté d'Ithaca, mais je vais donner Columbia vainqueur. Princeton qui se dépasse du côté de Penn, voilà, l'attaque explosive du côté de Pennsylvania, une défense aux petits oignons du côté de Princeton, donc force contre force. Mais je pense que Liam O'Brien et Jared Richardson et même BC Owens devraient faire la différence du côté de Penn. Je vais donner Penn vainqueur. Le spread sous les yeux, il est de 2,5 points en faveur de Penn. Ok, je trouve que c'est pas très sympa, mais je vais donner Penn et le spread couvert avec je sais pas, le over-under d'interception lancé par Kekolan, on verra tout ça. Dernier match donc, j'en ai parlé juste avant, Yale qui accueille Harvard au Yale Bowl, ESPNU. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire ESPNU, donc c'est facile de trouver un stream. Plus facile que quand c'est sur ESPN+, où c'est quand même un petit peu galère. Quoi dire sur ce match-là? Vous faites plaisir, hein. Vous ne regardez pas le Mizzou Oklahoma, le Rutgers Ohio State, hein. Vous me regardez ce match-là. Hein. Pourquoi vous me regardez ce match-là? Parce que voilà, Harvard favori de 5,5 points du côté de Yale. Harvard avait validé sa place. Mais bordel, tu tapes le rival pour éviter qu'il aille en playoff du côté de Harvard, et tu tapes le rival pour te qualifier en playoff. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Je vous demande, je ne sais pas. Donc voilà, moi j'aime bien en tout cas ce match-là. On a eu deux équipes. Ça va être marrant de voir l'attaque de Harvard contre la défense de Yale. Moi je suis très curieux de voir ça. Jaden Craig face à la défense de Yale. Très curieux. Je pense que Harvard s'est fait peur contre Penn, et je pense que Harvard ne se fera pas peur contre Yale cette fois-ci. Je vois un gros match de l'attaque et de la part du Crimson face à Yale, qui fera ce qu'il peut en défense, mais l'attaque n'est pas au niveau de la défense, et donc je pense que même si on a vu que la défense de Harvard pouvait être en difficulté, je pense que l'attaque de Yale manque quand même un petit peu de qualité, notamment au niveau du jeu de passe. Dans le terrain, j'avais des espoirs sur lui, mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il était du côté de South Carolina et il n'a pas joué, donc voilà, il y a une raison aussi quand même là-dessus, c'est-à-dire que c'est un bon quarterback, mais je ne pense pas que ça soit un quarterback du niveau de Jaden Craig ou même que d'autres quarterbacks de Ivy League. Donc je pense que ça va être un petit peu plus compliqué. Après voilà, il y a des playmakers, hein. Abou Kamara, j'en ai parlé juste avant du côté d'Yale, on ne sait jamais, une interception, un fumble provoqué, enfin, ils sont pas exempts d'erreurs à avoir, qu'on soit très clair. Ça va être un match hyper excitant, ça va être un match cool. C'est un match voilà, qui va être hyper important à plus d'un titre. Qu'on soit très clair, si Harvard bat Yale, il y aura une seule équipe d'Ivy League en playoff. Si Yale bat Harvard, on aura deux équipes. Avec, au niveau du bracket, je pense Harvard qui va reculer quand même assez fortement. Là, ils sont 8e a priori sur les bracketologies. Il faut être dans les 4 pour avoir une bye week, puisque voilà, c'est les playoffs à 24. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir au moins, on va dire, comment dire, un placement qui permet de jouer au moins un match à domicile. Voilà. Et puis, paradoxalement, on pourrait avoir un déplacement super cool à North Dakota State, on pourrait avoir un déplacement super cool, je sais pas moi, à Montana State, enfin bref, il y a l'excitation de cette qualité, enfin en tout cas de l'ouverture des playoffs à l'Ivy League va être vraiment cool, parce que voilà, on leur reproche plusieurs choses, l'Ivy League, d'une certaine façon, c'est de ne jouer que 10 matchs de conférence, ce qui fait que alors ils jouent 7 matchs de conf, mais 10 matchs tout court, donc ils ont pas tendance ils prennent pas trop de risques sur leur match qui est probable. Alors bien évidemment, il faut comprendre aussi que et des rivalités locales, je pense à New Hampshire, Dartmouth, je pense à Rhode Island Brown, enfin bref, ils ont leur rivalité aussi avec les équipes du coin, hein, donc on peut comprendre. Mais voilà, ça permettra de voir des matchs qu'on n'a jamais vus, tout simplement. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc à suivre. On se revoit la semaine prochaine pour faire le débrief de tout ça. Et puis voilà, on aura le calendrier. Alors, au moment où j'enregistrerai,
Ce prochain épisode, on aura le bracket, donc on va pouvoir un peu se projeter. Donc voilà, donc on va suivre tout ça avec intérêt dans un match, dans une semaine historique. Je répète, à plus d'un titre. Donc s'il vous plaît, à 18h, vous me matez ce Harvard-Yale. On s'en fout d'OU, on s'en fout, on les a vus 15 fois cette année là. John Matir, on en a marre. Hein. John Matir, on en a marre. Ohio State, Rutgers, aucun intérêt. Voilà, donc vous me regardez ça, s'il vous plaît. Allez, je vous embête pas plus, c'est un épisode qui était un peu long parce que j'ai mon coup de gueule au milieu. Voilà, qui a pris un peu de temps, donc voilà, ça fait un peu Old Man Yell at Cloud, pardon, mais voilà, en tout cas, je vous remercie de votre écoute tout au long de la saison, j'espère que cet épisode vous a plu, on se revoit samedi pour le 1 to 6, et puis après les épisodes débrief, tout ça, vous connaissez le programme. Ciao tout le monde!